Il y a 30 ans, dans un face-à-face tendu avec l'armée indienne, les gardes frontières chinois montraient au monde la ligne de démarcation à ne pas franchir. Celle au-delà de laquelle, violemment déjà, ils occupaient le Tibet. Friendship Bridge, c'est le pont de l'amitié, le point de passage principal entre le Tibet et le Népal. Au fond, la ville tibétaine de Khasa, baptisée Zangmu par les Chinois. De ce côté-ci, le village népalais de Kodari. Les Tibétains ont peu de chances de franchir cette frontière. Est-ce qu'il vous arrive de voir des réfugiés tibétains passer la frontière clandestinement? Oui, mais la plupart ne passent pas par là. Ils s'écartent des routes et passent par la haute montagne. Ces réfugiés à bout de souffle, après une odyssée de plusieurs semaines, arrivent à Katmandou. Répertoriés par le Haut Commissariat des Nations Unies, ils sont pris en charge par les services du gouvernement tibétain en exil. Tu t'appelles Nima Lamo et tes parents ne sont pas venus avec toi, c'est ça? Il y a bien une trentaine de personnes avec toi dans le groupe. Tiens, voilà ta fiche. Du Tibet jusqu'à la région de Sulukhumbu, il lui a fallu 20 jours de marche. Quand elle est arrivée, elle ne pouvait plus faire un pas. Il a fallu la transporter. Ses pieds étaient complètement gangrénés, brûlés comme du charbon par le froid, et ses orteils tombaient de même. Elle était vraiment dans un état pathétique. Nous étions 22 enfants au départ. Pendant 7 jours, nous n'avons eu aucune nourriture. Nous mangions de la neige. Certains étaient portés par d'autres. 5 d'entre nous sont morts sur le chemin, morts de froid, de faim ou tombés sous l'avalanche. Ils sont des milliers chaque année à fuir le Tibet. Malades, blessés, démunis de tout, ils ont franchi des cols à plus de 5000 mètres. Nous avons remonté cette route de l'exil. Le bimoteur se pose sur la piste en gravat de Lukla. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au cœur du Sulukhumbu, la région de l'Everest. Alors qu'une autre de nos équipes part pour Lhasa, capitale du Tibet, nous nous engageons à pied sur la piste qui doit nous mener aux portes de l'ancien royaume des neiges. Le col de Nangpala, appelé voie de Shakumbu. C'est le passage montagneux le plus utilisé par les évadés tibétains. On arrive du village de Tamé. Vous en avez pour 6 jours de marche, d'ici jusqu'en haut. Au-delà de cette pierre commence la zone interdite. Un sentier mène au sommet du Cho-Oyu, l'autre au glacier de Nangpa. Une région formellement interdite. L'armée népalaise défend cette vallée qui descend en droite ligne du col.
une zone stratégique qui offre aux téméraires la possibilité de passer d'un pays à l'autre. Sur notre route, un moine. Il vient du monastère de Pangboche. Les gens qui fuient par ce chemin cherchent en fait une meilleure éducation. Ce sont surtout des enfants et des moines qui passent par ici. Ils viennent chercher l'enseignement dans les monastères. Le moine est là depuis plusieurs semaines. Il attend impatiemment l'arrivée d'un personnage important. Un enfant accompagné de 2 personnes. Un berger Sherpa accepte de nous accompagner le lendemain jusqu'au sommet. Alors, tu vas avec lui jusqu'à la frontière. Tu lui montres où c'est dangereux, où sont les Chinois, et ensuite, tu peux rentrer. Plus loin, il y a un glacier, il faut traverser le glacier et tourner à gauche, devant cette montagne noire. Et de l'autre côté, c'est le Tibet. L'autre côté, c'est le Tibet. Il faudra des heures pour remonter jusqu'au glacier de Nangpa, monstre charriant ces millions de tonnes de roches que nous longeons pendant une journée entière. Des dizaines d'enfants y passent en plein hiver, sans guide, sans équipement, livrés à eux-mêmes. C'est le moment que nous choisissons pour nous séparer. Nous sommes à près de 5000 mètres. Seule une équipe restreinte peut pénétrer clandestinement au Tibet. Nous sommes 5 à atteindre les premières neiges. Nangpa culmine à 5716 mètres. Au terme d'un dernier effort, nous atteignons la frontière. Le Tibet commence ici, de l'autre côté de cette étrange crevasse, symbole physique de la limite territoriale. À votre place, j'irai pas plus loin. Quelques minutes de palabres et nous remercions notre guide qui pour rien au monde ne ferait un pas de plus. Il nous souhaite bonne chance. À partir de ce point, pour nous, c'est l'inconnu. Nous entrons en territoire tibétain. Au même moment, notre deuxième équipe arrive à Lhasa. Le Potala domine toujours l'ancienne capitale, siège actuel du gouvernorat de la région autonome du Tibet. Mais le palais sacré des Dalai Lama est transformé en musée et l'œil de Pékin veille. « 70 000 militaires sont stationnés ici, faisant de la cité bouddhiste le lieu de villégiature d'une soldatesque dominatrice. Avec eux, se sont installés des milliers de colons Han, des Chinois pure souche, qui détiennent tous les pouvoirs.
Tout le quartier du Potala, les Chinois prétendent que ça leur appartient. C'est à nous, voilà ce qu'ils disent. Là-bas, tout est neuf, les bâtiments sont propres. On verra rarement un Tibétain s'y promener. Au total, en comptant les restaurants et les boutiques, il n'y a même pas 20 à 30% de Tibétains dans la population. La majorité d'entre eux se trouvent au Barkor. Tout le reste de Lhasa, tous les quartiers agréables où l'on fait de l'argent, sont détenus par les Chinois. Le Barkor, c'est le vieux quartier marchand. Autour du Jokang, le temple central se perpétue, vaille que vaille, les traditions millénaires du culte bouddhiste. Mais la peur de la délation règne. La police politique est omniprésente, elle surveille, contrôle, interroge. Les policiers en civil sont partout. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Si quelqu'un se mettait par exemple à crier ne serait-ce qu'une seconde un slogan pour l'indépendance, il serait aussitôt menotté et emmené en prison. Le seul crime que ma sœur ait commis, c'était de dire ce qu'elle pense. Un jour, elle est allée sur la place du marché, au Barkor. Elle s'est mise à crier « Longue vie au Dalai Lama, libérez le Tibet ». Elle a fait quelques pas avant d'être immédiatement arrêtée. Pour punir les prisonniers, on les enferme dans une minuscule cellule vide, sans lit, sans lumière, sans couverture, sans fenêtre, dont la largeur ne dépasse pas 50 cm. Cela dure 9 mois ou 1 an. Leur corps dépérisse et s'assèche, et comme il fait très froid en hiver, les prisonniers finissent par devenir fous ou handicapés. Le 1er mai 1998, des prisonniers du bagne de Drapchi se sont insurgés. Les représailles furent sans pitié, une dizaine de détenus ont trouvé la mort. Il y a 40 ans, le Dalai Lama prenait le chemin de l'exil. Depuis, les troupes de l'armée populaire de libération ont quadrillé le pays et ne cessent de le sillonner de part en part. Quant à l'activité religieuse et monastique, elle a constamment été prise pour cible, comme un foyer de contestation potentielle. Cela a commencé avec la destruction des dzongs et des monastères. Maintenant, on nous interdit d'avoir des photos du Dalai Lama. Mais vous savez, ces photos, on en a quand même. Par devant, on doit dire que tout va bien. Mais au fond de nous, nous aimons beaucoup notre religion. Et nous avons foi en notre Dalai Lama. 46 000 moines zénones inscrits dans plus de 1700 monastères à travers le pays doivent subir les affres d'une pression mentale permanente. Beaucoup aimeraient s'inscrire dans un monastère, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de formalités à remplir. Mais avant tout, il faut bien suivre la ligne du Parti communiste et reconnaître le gouvernement chinois. Depuis 2 ans, tout comme les cadres du parti, les moines doivent même suivre des cours de politique. Le renforcement du contrôle religieux a été motivé par l'affaire du Panchen Lama, l'autre grand hiérarque tibétain dont le siège historique se trouve ici au monastère de Tashilhunpo. L'enfant réincarné a été enlevé par les services secrets et remplacé par un autre, dont voici le portrait. En 1996, une grande campagne de rééducation patriotique a été lancée au Tibet. Pour les autorités, il s'agit de mettre fin au chaos qui règne dans les monastères et aux activités séditieuses.
Et les écoles ne sont pas épargnées par la normalisation. L'éducation à la chinoise, la voici dispensée aux jeunes Tibétains de la bonne société, en mandarin. Alors, vous voyez, cette phrase inscrite là veut dire « tous les jours, travailler toujours plus dur ». Les deux langues y sont, en haut, en tibétain, en bas, en chinois. Mais la langue tibétaine n'est plus enseignée que dans les petites classes, rétrogradée au rang de dialecte local. La plupart des élèves doivent étudier en chinois, parce qu'au fur et à mesure qu'ils montent de classe en classe, toutes les matières sont en chinois. La géographie, la chimie, rien de tout cela n'a encore été traduit en tibétain. Dans le même temps, au pied des monuments sacrés, Bouddha a laissé la place à d'autres dieux. Le JJ, la plus grande boîte de nuit de Lhasa, accueille les jeunes Tibétains. L'alcool bon marché est en vente libre pour tous les mineurs. Et la techno représente pour eux la plus enivrante des modes importés par l'occupation chinoise. Plus dévastatrice encore est la prostitution. Elle se développe depuis une dizaine d'années. Près du Jokang, des centaines de professionnels officient dans ces maisons de passe ouvertes avec la bénédiction des autorités. À proximité des lieux de prière, la multiplication des débits de boissons participe également à la lente dégradation des êtres et des conditions de vie. Le Tibet se meurt peu à peu. Pour tenter d'oublier l'oppressante présence chinoise, les Tibétains entreprennent un grand voyage intérieur. À 1000 km de Lhasa, au mont Kailash, le site le plus sacré du monde bouddhiste. Là, selon la légende, résident les dieux. Ils sont très nombreux à traverser le pays pour vénérer ce lieu mythique. Parmi ces gens se mêlaient encore récemment des candidats à l'exil. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ici que des pèlerins en quête de spiritualité. Bien sûr, je tiens sa sainteté le Dalai Lama dans mon cœur, mais je ne suis jamais allé le voir et je ne peux pas y aller. La traversée à pied serait beaucoup trop longue. Sous la veste de ce père de famille, la photo interdite de celui qu'il ne verra sans doute jamais. Partir, c'est sûrement très bien. Mais je suis trop vieille. Avant ma mort, je ne pense pas que je puisse me rendre à l'étranger. J'ai 59 ans et j'ai beaucoup de mal à marcher. Pour l'heure, père et fils s'en vont rejoindre d'autres pèlerins au pied du Kailash. Chacun doit faire 3 koras, 3 fois le tour de la montagne. 3 tours pour gagner une vie éternelle. Tous savent que la frontière indienne n'est pas si loin, tout au plus à 100 km à vol d'oiseau. Mais elle n'a jamais été aussi verrouillée.
On ne peut pas passer par ici. C'est beaucoup trop compliqué. C'est plutôt du côté de Tingri qu'il faut faire la traversée. Tingri, dans l'est du pays. C'est donc de ce côté-ci que se font la plupart des passages clandestins. La bourgade se trouve à plus de 5000 km de Pékin. La porte de la liberté n'est pas loin. Militaires et policiers chinois contrôlent cette zone en permanence. Là-bas se trouve le Népal, de l'autre côté de la chaîne himalayenne, et des plus hauts sommets du monde. Au sud-ouest, la face nord de l'Everest, le Chomolungma comme l'appellent les Chinois. Un peu plus à droite, au pied du Cho-Oyu, une brèche dans la montagne, là commence la route de l'espoir. Pour rejoindre Shakumbu, il faut payer quelque chose? Oui, c'est par là. Il faut acheter des yaks, un peu plus loin dans cette direction. C'est précisément là, au creux de ce goulot montagneux, en plein territoire interdit, que se dissimule notre équipe. Nos deux Sherpas ont vu quelque chose. 3 yaks, un couple, un enfant. L'homme nous apprend que le petit est un lama, un enfant sacré dont la fuite a été décidée par un proche du Dalai Lama. Âgé de 8 ans, Nyawang est la réincarnation d'un grand maître nommé Dego Rinpoche, décédé bien avant sa naissance. Sa mère Pema et son oncle Norbu l'accompagnent. Le bivouac est installé. Cela fait 9 jours que nous avons quitté Lhasa. En fait, les Chinois ne nous respectent pas. Ils n'ont pas foi en notre religion. Ici, il y a un contrôle sur tout ce qui est religieux. C'est au Népal et en Inde, à Dharamsala, que se trouvent la plupart des grands maîtres. C'est préférable pour l'éducation du petit d'être là-bas. S'il restait au Tibet, il garderait peut-être son titre de Tulku, le lama réincarné, mais il n'aurait même pas droit à une intronisation. Si on arrive à franchir le col, ce sera le bonheur. Il est impossible de rester au Tibet avec ce Tulku. Si les Chinois apprenaient que c'était un lama, ils seraient arrêtés tout de suite. La solution, c'était de ne rien dire et de discrètement s'enfuir. Ensuite, tout ira bien. Je n'étais pas heureuse, mais j'étais obligée de rester à cause de mes 3 petits. Parce que j'ai beaucoup d'enfants, vous savez. Encore 3 plus jeunes que le lama et 2 plus âgés.
Les Chinois sont tellement durs. Normalement, on devrait être heureux sur notre propre terre, mais ils sont vraiment trop durs. Alors, pour s'enfuir, la plupart doivent payer des passeurs. D'autres essaient de se mêler à des troupeaux de yaks pour rejoindre la frontière. Hier, en traversant la rivière, on est tombé soudainement sur 2 militaires chinois armés de mitraillettes. Ils ont essayé de nous empêcher de passer. Je me suis dit que tout était perdu. Si j'avais su, on aurait attendu la nuit. Mais on ne pouvait pas savoir. Il y a 2 jours, il n'y avait encore aucun contrôle par ici. Ils nous ont interrogés. Bien sûr, je n'ai pas dit que je venais de Lhasa. J'ai dit que je venais juste du Népal pour rendre visite à ma famille dans le coin. Alors, ils ont eu l'air satisfaits. Ils m'ont demandé mes papiers et je leur ai dit que je les avais oubliés. Lorsque nous avons affronté les Chinois, elle a eu tellement peur qu'elle en tremblait et qu'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Je l'ai calmée et je lui ai dit de tenir le coup, de ne pas craquer. Il ne fallait surtout pas dire que l'on quittait le Tibet. Sinon, on était définitivement bloqué. « 4 heures du matin. Il fait moins 10 degrés. La caravane se remet en route. Nous passons au pied du fameux Cho Oyu, 8200 mètres. Un autre danger menace la progression. Pourquoi est-ce que c'est si dur de traverser? Il ne faut pas perdre de temps, il faut avancer. Pourquoi faut-il passer avant que le jour ne se lève? Il faut absolument faire vite et passer avant que le soleil ne chauffe trop la surface de la glace. Parce qu'alors tout va craquer, il y a des crevasses et les yaks pourraient passer au travers. Cela va devenir trop dangereux d'avancer. Le soleil, justement, s'est montré depuis un moment déjà lorsque nous atteignions la dernière ligne droite. Là-haut, la frontière. Pema et Nyawang quittent pour toujours la terre de leurs ancêtres. Allez, redresse-toi, reste debout. Que ressentez-vous, Pema? Je suis vraiment très heureuse et j'ai l'esprit tranquille maintenant. La pause est courte, le temps d'accrocher quelques drapeaux à prière.
Je fais ça pour que nous n'ayons aucun problème sur le chemin. J'ai froid, j'ai très froid aux pieds, maman. Nous sommes au Népal. Nyawang est sauvé. Et pourtant, il ne faut pas s'attarder. Nous sommes en haute altitude. L'endroit est dangereux. Des kilomètres de roches restent à traverser, dans le glacier de Nangpa. Je peux dire que je n'ai plus peur maintenant. Et puis, on va bientôt arriver au monastère. Peu à peu, nous allons découvrir le caractère bien trempé de Nyawang. Sait-il seulement qu'il est un tulku, une réincarnation sacrée qui fera de lui plus qu'une autorité religieuse, un être vénéré comme un saint. Tu veux un peu de thé? Non, je ne veux pas de thé, je veux boire de l'eau glacée. C'est ça, et tu verras comme tu auras mal aux lèvres ensuite. De la neige fondue, que je boirai comme ça, directement par terre. Je veux mes lunettes. Des caprices de petits garçons. Avant le déjeuner, rapide, à base de yak séché. Donne-moi de la viande. Oui, je vais t'en donner. C'est bientôt l'heure de partir. Mange ça. Lorsqu'on sera au monastère, je n'aurai plus rien de spécial à faire. J'essaierai juste de continuer à m'occuper un peu du petit lama. En fait, je rêve de rester pendant 1 an au service du Rinpoché. Mais en même temps, j'aimerais bien aller à Dharamsala, d'abord pour y revoir mes 2 filles, mais aussi pour recevoir la bénédiction de sa sainteté. De toute façon, il faudra que je rentre ensuite, que je retourne au Tibet pour m'occuper de mes 3 derniers restés là-bas. Plus tard, j'essaierai d'envoyer le plus grand des 3 en Inde pour qu'il poursuive ses études. Il m'est impossible d'envoyer tous mes enfants à l'école au Tibet. Et de toute façon, notre pays n'est pas libre. J'ai déjà fait ce voyage une fois, vous savez. C'était il y a 2 ans, lorsque j'avais fait traverser mes 2 filles de 11 et 12 ans. Bercé par les mouvements de sa monture, Nyawang s'est effondré de sommeil. Il est temps de trouver un emplacement pour la nuit. Ce cirque rocheux les mettra à l'abri. Un point d'eau en fait un site de campement idéal. L'aube. Lama Rinpoche dort encore. Norbu retarde le départ.
un des 3 yaks a disparu pendant la nuit. Il faut l'aider à chercher le yak du petit. Où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Il était là-bas, dans le coin, avec les autres. Il est peut-être parti vers le bas. Pema, pour la première fois, évoque la façon dont elle a appris que son fils était une réincarnation. On m'a posé beaucoup de questions à l'époque. Quels étaient mes rêves lorsque j'étais enceinte de l'enfant? Mes pensées, tout ce que je ressentais. Je répondais que je ne ressentais rien de spécial. J'avais le sentiment que mon bébé était tout à fait normal. À 4 reprises, j'ai demandé ce que toutes ces divinations voulaient dire. Et à chaque fois, on me répondait la même chose. Que mon fils était différent des autres, qu'il était un saint. Il a fallu plus d'1 heure à Norbu pour retrouver le 3e yak. Quelques minutes suffiront pour nourrir les bêtes. Tu vois bien que tu en mets trop. Allez, il y en a assez comme ça. Nous croisons enfin une caravane. Les premières personnes que nous rencontrons depuis la frontière. L'arrivée du petit Rinpoche a-t-elle été annoncée? Les nomades comprennent en un instant qu'ils ont en face d'eux le lama réincarné. On lui fait des offrandes en échange d'une bénédiction. Nyawang n'a pas encore l'habitude de ces dévotions rituelles qui ne font pourtant que commencer pour lui. Au refuge où nous avions nous-mêmes passé la nuit il y a plusieurs jours, nous retrouvons notre berger Sherpa qui offre d'accompagner la famille jusqu'au village et de les inviter sous son toit lorsqu'ils seront arrivés. C'est enfin le bout du voyage. Il nous faut penser au vieux moine que nous avions rencontré au début de l'expédition. Celui-là même qui attend depuis plus d'1 mois la venue du petit voyageur. Nous lui annonçons la bonne nouvelle. J'étais tellement inquiet. Cela fait pas mal de temps que j'attends. Ils sont partis de Lhasa et ils n'arrivaient toujours pas. J'ai cru que les Chinois les avaient arrêtés. C'est un lama très important, vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Rinpoche, donnez-moi une bénédiction. Rinpoche, est-ce que vous me reconnaissez? Nous avions le pressentiment qu'il y avait un risque pour vous, alors nous avons fait des pujas, des prières pour que tout se passe bien sur le chemin. Cet homme que Pema voit pour la première fois va prendre en charge désormais la destinée de son fils. Le vieux moine qui reconnaît dans cet enfant la nouvelle incarnation de son maître et ami, le défunt Dego.
Au Tibet, il y a un coin qui s'appelle Jandego. Et il y avait un lama qui venait de cet endroit. C'était un lama très simple et très modeste. Il avait l'habitude de vivre comme un mendiant, il ne faisait jamais le fier. Chez nous, on appelle cela un Beben Nejo, ce qui veut dire un lama d'une très grande sagesse, mais qui ne l'affiche jamais. Il était l'un de ceux-là. Il n'y a absolument aucun doute que cet enfant est bien la réincarnation du lama. D'abord parce qu'il a été reconnu par Trulshik Rinpoche, qui est un éminent professeur de sa sainteté. On a demandé à Trulshik de trouver où se situait la nouvelle réincarnation, et après plusieurs années de recherche, il a identifié un lieu. Et au même moment, à Dharamsala, des proches de l'ancien lama ont posé à sa sainteté la même question, et il a répondu qu'il fallait chercher du côté de Nyarim, qui se trouve être exactement le même endroit. L'enfant retrouvé, identifié grâce au test de reconnaissance d'objets, sera un jour intronisé. Nyawang Chonchup Rinzin Rinpoche de son vrai nom est désormais le nouveau grand lama de Solukhumbu. Et voici son prédécesseur, Dego, dont il est censé avoir repris le caractère et les qualités. J'ai longtemps gardé secret le fait que mon fils était une réincarnation. J'ai même demandé à ma famille de la région de Nyarim de garder ce secret, sans quoi le gouvernement chinois m'aurait fait de gros problèmes. Ces 2 dernières années ont été très pénibles pour moi, d'autant que je venais d'envoyer mes 2 filles aînées à l'étranger et que j'avais peur qu'on me soupçonne. Nyawang Rinpoche est reçu comme un roi, mais il n'aura pas toujours une vie facile. Fini les caprices, car son éducation très stricte sera désormais l'affaire des moines de Pangboche. Pema, elle, va trouver le réconfort dans une foi inébranlable. Après tout, elle est une mère à qui l'on retire son enfant. Elle a sauvé son fils, comme elle a sauvé ses filles. Les 2 petites qui l'attendent maintenant à Dharamsala. Maklot Ganj, c'est la petite Lhasa, mais la plus grande communauté tibétaine en exil. Ils sont 8000 à vivre ici avec le maître suprême du bouddhisme. Un versant de colline que Nehru, en son temps, avait offert à son ami, le Dalai Lama, pour qu'il puisse s'y installer. Ce dernier, curieusement, porte aujourd'hui un regard critique sur le flot de réfugiés qui grossit. Les services de son administration ont d'ailleurs de plus en plus de mal à y faire face. Mais il rend hommage à l'attitude observée par l'ensemble du peuple tibétain. J'exprime ma reconnaissance pour ce que les Tibétains qui vivent au Tibet ont fait depuis maintenant plus de 4 décennies. Avant tout, ils ont maintenu notre identité avec beaucoup de vigueur.
Ils ont également suivi ma foi dans la non-violence. Je me considère personnellement comme un libre porte-parole. Ce sont les Tibétains qui vivent au Tibet qui sont nos vrais guides. C'est à eux que le Tibet appartient. Et ces réfugiés en sont directement issus. Aujourd'hui, Sa Sainteté inaugure le 10e rassemblement du Congrès de la jeunesse tibétaine, le corps politique de la nation en exil. Parmi ces militants, beaucoup sont d'anciens réfugiés. Sur la question des Tibétains qui fuient le Tibet, politiquement, ce n'est pas dans notre intérêt de voir notre pays se dépeupler. D'un autre côté, d'un point de vue individuel et moral, comment pouvons-nous les blâmer? Ils ont tant souffert. Nous pourrions vivre libres et eux devraient rester là-bas et continuer à souffrir? L'avenir politique du Tibet passe en tout cas par cette jeunesse studieuse. TCV School, la plus authentique des écoles tibétaines, leur offre cette fois un enseignement dans leur langue maternelle. Vous allez faire une phrase à l'aide des mots suivants. Il y a 11 mots inscrits au tableau. Parmi eux, vous choisissez les plus faciles et vous en faites une phrase. Ensuite, vous prenez les plus difficiles et vous en faites une autre. En filmant l'image de cette classe quelques semaines auparavant, nous ne savions pas que cette jeune écolière appelée au tableau était la fille cadette de Pema, la propre sœur de notre petit lama. Vous rangez vos affaires et vous sortez calmement. Pema, que nous avons suivi jusqu'au bout de son périple. La voici débarquant à Dharamsala, le bout de la route pour tous les exilés, accompagnée de son beau-père, un réfugié de longue date. Mais pour elle, aujourd'hui, il s'agit avant tout de revoir ses filles aînées pour la première fois depuis 2 ans. Dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Maman, tu veux revenir ce soir? Oui, mais à qui est-ce que je dois faire la demande? Parce que demain, on a école. Oui, mais alors à qui je dois m'adresser, ma chérie? Je ne sais pas, on a études ce soir. Bon, on va voir comment on va faire. La permission de sortie sera bien sûr accordée aux 2 petites. Ce samedi matin est organisée une audience publique pour les nouveaux arrivants. Pema a voulu s'y rendre et recevoir enfin la bénédiction du Dalai Lama. Une cérémonie enregistrée par une seule caméra, autorisée à filmer une scène qui d'habitude a lieu à huis clos. Nous avons récupéré ces images et découvert une Pema en larmes. Trop de fatigue, trop d'émotion.
En fait, je suis si angoissée pour mes 3 fils restés à Lhasa. Lorsqu'on les aura fait sortir du Tibet, alors seulement, je serai complètement heureuse et en paix. Comme ses 2 sœurs, l'enfant sacré, lui, est sorti d'affaire. De longues années lui seront nécessaires pour acquérir la sagesse des moines de Pangboche, dont le monastère l'attend là-bas dans la brume, au pied de l'Everest, à l'abri des Chinois, si loin du Tibet.